Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire sous un format table ronde. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Marie Nélias, responsable grand compte et acquisition chez eBay, Frédéric Clément, Chief Marketing Officer chez Lengo, et Baptiste Lemétayer, Head of Partnership chez ShoppingFeed. Alors, bonjour messieurs, merci d'être présents avec moi aujourd'hui. Alors, durant tout ce webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat. Dans un premier temps, n'hésitez pas à nous dire qui vous êtes, à vous présenter. Ensuite, vous allez avoir la rubrique questions. Donc, on répondra aux questions à la fin du webinaire. Mais c'est pareil, n'hésitez pas durant tout le webinaire à poser vos questions. Ensuite, vous allez également avoir une rubrique sondage. Donc, durant, pareil, le webinaire, on va vous poser des petites questions. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Et bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver le replay de ce webinaire directement sur E-Commerce Nation. Alors aujourd'hui, la thématique qu'on va aborder, ça va être la complémentarité des marketplaces comme nouveau levier de croissance. En effet, on a pu voir aujourd'hui que 30% du volume d'affaires des marchands français est produit par les marketplaces. Et cela n'a de cesse d'évoluer puisque d'ici 2022, on imagine que ça va représenter environ 67%. Donc, les marketplaces aujourd'hui vont représenter une réelle opportunité pour les commerçants. Mais comment pouvoir les utiliser toutes entre elles? Donc, on va se poser différentes questions aujourd'hui. Donc, par exemple, quels sont les différents types de marketplaces? Est-ce qu'il y a une complémentarité entre elles? Comment les utiliser pour pouvoir les utiliser comme levier de croissance? Et donc, la première question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est parle-t-on d'une seule marketplace ou de plusieurs marketplaces? Alors, Baptiste, est-ce que tu pourrais commencer à répondre à cette question, s'il te plaît, et nous donner un peu les différentes marketplaces? Avec plaisir. Et puis, merci pour l'invitation. Donc, merci à eBay et E-Commerce Nation. Effectivement, la marketplace, il y a plusieurs types de marketplace. En réalité, on parle de marketplace B2C. Donc B2C, ça va être business to consumer. Donc on pense naturellement à eBay, mais il y a également Amazon ou Rakuten. On va avoir également des marketplaces B2B qu'on connaît un peu moins, mais qui sont assez émergentes. Metro qui vient de se lancer notamment, ou Rétif. Et puis il y a des marketplaces qui peuvent être B2C également, qui vont être spécialisés dans des thématiques. Donc, on connaît Mano Mano qui s'est lancé récemment sur la thématique du bricolage, ou je pense aussi à Colisée ou à Nature et Découverte. Et puis donc voilà. Je sais pas si vous avez d'autres types de marketplace en tête. Je suis d'accord avec toi, Baptiste. Nous, ce qu'on voit, c'est que heureusement, il n'y a pas une seule marketplace. Et si on regarde le paysage européen, puis même mondial, en fait, on se rend compte qu'il y a une grande variété d'acteurs qui existent et qui naissent régulièrement. Et en effet, on a des acteurs qui historiquement viennent du retail, donc qui vendaient en propre, et qui ont ouvert des marketplaces, des gens qui sont nés en tant que marketplace dès le premier jour. Et puis, en effet, ils ont tendance à s'étendre sur différents pays, comme eBay, qui est né aux US et qui s'est étendu différemment sur différents pays dans l'Europe, et puis s'étendre aussi en termes de couverture de produits, avec des acteurs qui deviennent de plus en plus généralistes, ou à l'inverse, des acteurs qui commencent à se spécialiser très fortement sur certains verticaux, ou qui sont nés justement sur certains verticaux, comme la mode. On pense à Zalando, par exemple, sur l'Europe, qui est assez important sur le vertical de la mode, ou La Redoute en France. Et on a vraiment une grande variété d'acteurs en place. On a d'ailleurs un petit outil qu'on propose, qui s'appelle le Marketplace Finder, qui permet justement de suivre toute cette évolution et toute cette variété de marketplace en Europe, sur les principaux pays qu'on cible, mais aussi au-delà. D'accord, donc on se rend compte vraiment aujourd'hui qu'il y a une multitude de marketplaces. Jean-Marie, est-ce que tu as quelque chose à nous dire justement à ce sujet, s'il te plaît? Bonjour à tous, merci d'être tous réunis aujourd'hui. Donc oui, pour compléter ce que vient de dire Frédéric, on a plusieurs clés de différenciation aujourd'hui dans le paysage des marketplaces. Vous avez des marketplaces qui ne font que ça, qui sont 100% marketplace, comme eBay, comme Price Minister, dont la vocation c'est de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs uniquement, qui ne vendent rien. Et puis vous avez des marketplaces qui sont hybrides, c'est-à-dire qui ont commencé en tant que retailer, soit pure player,
C'est le cas de Cdiscount, c'est le cas d'Amazon, c'est le cas de Rue du Commerce, par exemple, et qui, pour pouvoir diversifier leurs rayons, à un moment donné, se sont posé la question d'ouvrir une marketplace sur le modèle d'eBay, sur le modèle de Rakuten, qui sont des modèles assez anciens. Voilà, vous avez donc des gens qui sont à la fois vendeurs et marketplace, sur des rayons complémentaires ou sur des rayons communs. Et puis après, vous avez des marketplaces qui sont généralistes, comme eBay, comme Amazon, comme Cdiscount. Puis vous avez des marketplaces spécialistes, qui se spécialisent dans une verticale, dans une catégorie de produits. Donc, c'est le cas de Mano Mano, par exemple. C'est le cas, effectivement, de Nature et Découverte. C'est le cas aussi de GoSport, de Darty. Encore que Darty s'ouvre sur de nouveaux marchés. Donc, chaque marketplace a son modèle de fonctionnement qui lui est propre. Il y a des points communs, mais il y a aussi pas mal de points de différenciation sur le paiement, sur l'onboarding, l'intégration, les conditions d'utilisation, donc le modèle tarifaire. Ça fait parfois beaucoup de différences. Chaque acteur, chaque vendeur va aller chercher ce qui l'intéresse le plus. Pour finir, je dirais aussi que chaque marketplace a aussi son portefeuille de clients qui lui est propre. On n'a pas tous forcément les mêmes clients. Donc, ce qui est intéressant pour les vendeurs, ça va être justement d'aller chercher chez chaque marketplace les clients qu'il ne va pas trouver chez l'autre pour essayer de diversifier ses acquisitions et pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a une particularité française sur les marketplaces, où en France, on a énormément de marketplaces. C'est notamment grâce à Miracle, qui est un acteur français qui facilite la mise en place de marketplaces. Shopify est par exemple présent aux US, où on intègre aussi donc les principales marketplaces, et donc il y en a beaucoup moins. C'est vraiment une force en France de pouvoir diffuser sur autant de marketplaces. Et puis peut-être je crois qu'on en a pas parlé, mais il me semble que eBay c'est la première marketplace, qui a été créée en 1995, donc bien avant Amazon Marketplace. Alors effectivement, merci de le rappeler, Baptiste. Alors oui, effectivement, oui, le modèle marketplace online, effectivement, c'est eBay a été un des pionniers, sinon le pionnier sur ce modèle-là. Après, le modèle marketplace, de manière basique, il existe depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps. Dans le retail, les Galeries Lafayette est une marketplace. En quelque sorte, un aéroport, c'est une marketplace où vous avez une galerie commerciale. Donc, le modèle de galerie commerçante où un hébergeur propose l'installation à des commerçants et amène un flux de trafic, ça existe depuis très très longtemps. Il a juste été adapté au modèle e-commerce et eBay était le premier à le lancer. Et effectivement, aujourd'hui en France, on est sans doute le pays où il y a le plus de marketplaces. Beaucoup de pure players et de retailers ont compris l'intérêt de se lancer dans cette aventure, parce que le gros point fort de ce modèle, c'est que dès l'instant que vous avez un niveau de trafic important, vous pouvez ouvrir de nouveaux rayons en s'appuyant uniquement sur le contenu de vos vendeurs. Donc, c'est sans investissement logistique, ni de stock, ni d'expédition. Voilà, vous avez juste un coût de fonctionnement de la plateforme. Donc, c'est ce qui est intéressant. La condition, c'est qu'il faut avoir beaucoup de trafic. D'accord. Donc, oui, vraiment, on se rend compte qu'il y a beaucoup de marketplaces aujourd'hui. Bah, justement, on va demander à notre audience un peu si déjà ils vendent sur des marketplaces ou sur plusieurs. Donc, pour ça, vous allez avoir la rubrique sondage, où vous allez pouvoir nous répondre et nous expliquer un peu si vous vendez sur plusieurs marketplaces. Donc, est-ce que justement, il va y avoir une complémentarité entre ces marketplaces, et comment on va pouvoir l'orienter pour booster un peu son business? Nous, chez Lengo, on voit clairement une grosse complémentarité entre les différentes marketplaces. Comme l'a dit Jean-Marie, en fait, qu'il faut se poser comme question, c'est déjà quelle est la complémentarité en tant que base client. Donc, si je suis déjà un e-commerçant, j'ai déjà mon site internet, quelle est la base de clients que va me permettre de toucher la marketplace en question. Si je ne vends pas encore en ligne, c'est une évidence, mais il y a aussi une question de visibilité qui est assez importante sur les marketplaces. Après, en termes de complémentarité, il y a aussi l'aspect international. Donc, nous, chez Lengo, on accompagne beaucoup de marques et de distributeurs sur différents pays. Et en fait, les marketplaces ont cette faculté, donc eBay, à couvrir plusieurs marchés. Donc, il y a un vrai intérêt pour les commerçants à regarder cette caractéristique-là. Et puis, les deux derniers points à regarder pour justement juger de la complémentarité,
d'une marketplace ou de plusieurs marketplaces par rapport à son business ou de marketplace entre elles. C'est le positionnement de la marketplace. On a vu, il y a des marketplaces qui sont plus ou moins positionnés sur du low cost, d'autres qui sont plus ou moins sélectives. Le coût pour le marchand, parce que chaque marketplace a son modèle économique avec des commissions, des abonnements ou autres qui varient. Donc, en fait, on voit que tous ces paramètres jouent entre eux pour justement définir un peu son portefeuille de marketplace sur lequel se positionner. Donc, il y a clairement une complémentarité entre les différents marketplaces. Ouais. Et le modèle de transactionnel aussi, parce que, bon, pas mal de marketplaces intermédient le paiement, d'autres ne le font pas. C'est le cas sur eBay où les vendeurs aujourd'hui encaissent 100% du produit de la vente sur leur compte directement, là où chez d'autres, la marketplace encaisse le produit de la vente et reverse ensuite le produit de la vente moins sa commission une fois que l'acheteur a été livré. Donc ça, c'est aussi un modèle transactionnel à considérer quand on veut se lancer. Et effectivement, comme l'a dit Frédéric, il y a aussi les conditions tarifaires. Il y a des marketplaces qui sont plus attractives en termes de tarifs. C'est le cas notamment d'eBay. On a aujourd'hui les frais de commission les moins chers du marché. On est entre 3 et 7%. Voilà. Donc c'est aussi des éléments à considérer quand on aborde le sujet de la rentabilité pour un vendeur. Il y a effectivement la vélocité qui est importante, mais il y a aussi l'aspect rentabilité. C'est très important aussi de le considérer. Bah après, nous, chez ShoppingFeed, c'est vrai que c'est souvent une question qui est posée par nos marchands sur quel marketplace on doit aller, parce que c'est vrai qu'il y en a énormément de marketplaces qui sont lancés. La première chose à faire, c'est tout simplement faire une veille. Vous regardez les produits que vous vendez le mieux, est-ce qu'ils sont proposés sur les autres marketplaces. Et souvent, vous pouvez regarder les performances de vente en regardant le score en fait du vendeur. Donc, de la même manière, sur eBay, si vous voulez savoir si vos produits sont pertinents, c'est très simple. Hein, vous regardez, voilà, qui sont les meilleurs vendeurs dans cette catégorie. Et parfois, sur certaines annonces, vous allez même avoir un nombre de ventes sur les produits. Et puis après, nous, chez ShoppingFeed, on encourage vraiment nos marchands à tester de nouvelles marketplaces. Et d'ailleurs, notre business model est bâti comme ça, puisqu'on raisonne sur une notion d'illimité. Donc, ça veut dire que notre solution, elle va permettre de diffuser sur un maximum de marketplaces sans surcoût au channel. Donc, on a pas mal de marchands qui aujourd'hui profitent de ça à fond en diffusant sur 10, 11 marketplaces. Ce qui est important au final, c'est bien sûr d'avoir cette rentabilité. On parlait des business models des marketplaces où il y a un fixe, un pourcentage, etc. Après, ce sont des calculs à faire. Et puis, bien sûr, il y a une question d'image. Il y a certaines marketplaces qui ne vont pas correspondre à certaines exigences de certaines marques. Et aussi, pour compléter, comme on l'a dit juste avant, aujourd'hui, en France, on a beaucoup de marketplaces. On a plus de 20, plus de 30. Enfin, par rapport à il y a une dizaine d'années, c'est énorme. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que il y a les acteurs qui se branchent sur 15, 20 marketplaces en même temps. Qu'est-ce que ça implique d'un point de vue opérationnel? Que plus vous allez vous diversifier, moins vous aurez de temps pour vous occuper de l'optimisation de chacune d'entre elles, c'est-à-dire l'optimisation de votre inventaire, de votre atterrissage en termes de flux, du temps que vous allez pouvoir vous donner. Donc, c'est bien de vouloir prendre partout, mais il y a un moment donné, il faut aussi penser que vous n'aurez plus le temps de vous en occuper. Il y a du travail à faire d'optimisation auprès de votre intégration et de votre gestionnaire. Baptiste et Frédéric le savent bien. On n'appuie pas sur un bouton et puis après, il n'y a plus rien à faire. Non, il y a un travail d'optimisation, de réglage, de paramétrage. Plus vous allez ouvrir de marketplace, moins vous aurez de temps pour vous en occuper individuellement une à une. Donc, il faut bien choisir celles avec lesquelles on veut travailler et ensuite considérer que voilà, il y aura aussi un travail parce que chacune a son mode de fonctionnement qui lui est propre, ses conditions d'utilisation et on n'interagit pas tous de la même manière avec les vendeurs. Donc, c'est aussi important de prendre le temps de comprendre comment elles fonctionnent chacune d'entre elles. Je pense que clairement. Après, en France, on a la chance aussi d'avoir tant pour le choix de la marketplace que le pilotage. On a la chance d'avoir des agences qui sont très qualifiées sur ces sujets-là et qui peuvent aussi vous accompagner. Et donc, c'est vrai que nous, chez Lengo, on a vraiment fait le choix de rester un outil neutre, donc en fait d'être au service des agences et pas en concurrence. Et c'est vraiment un sujet qui peut être intéressant pour les marchands qui veulent choisir une marketplace puis après de les piloter. C'est justement de s'approcher de ces agences qui sont spécialisées sur la vente des marketplaces
pour pouvoir vraiment bien choisir finement et puis bénéficier de leur expérience. Et puis l'outil gestionnaire de flux a vraiment son rôle à jouer dans la qualité de l'intégration. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est vrai que nous, de notre côté, mais je sais que c'est aussi le cas chez Lengo, on met en place en fait tous les outils pour renseigner un maximum d'attributs, pour renseigner un maximum d'informations et faire en sorte que l'offre soit visible. Souvent, ce qu'on dit chez ShoppingFeed, c'est que vouloir diffuser sur les marketplaces, c'est bien, mais vouloir diffuser de manière qualitative, c'est mieux parce que c'est vraiment ça aussi qui va jouer sur les pertes de vente, hein, naturellement. D'accord. Donc, en fait, on se rend bien compte qu'il y a plein de marketplaces et vraiment, quand on veut s'intégrer sur les marketplaces, il faut vraiment faire attention que ce soit à la structure tarifaire, à l'audience. Justement, on peut voir dans notre sondage, en fait, que les gens ont répondu et on est à 21 personnes qui répondent qu'ils ne vendent pas sur plusieurs marketplaces contre 19 qui répondent que oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui vont faire justement comment choisir tel ou tel marketplace? Je pense notamment à l'international. Est-ce que ça peut être un… On a cité les principaux. Effectivement, après, il y a des critères purement spécifiques. L'international, il y a des plateformes aujourd'hui qui vous permettent pas d'aller à l'international. Je vais pas les citer. Je vais citer juste celle pour laquelle je travaille, eBay, qui est la plus internationale aujourd'hui, qui vous permet de toucher environ 200 pays, enfin des acheteurs issus de 200 pays. Donc, si l'international, c'est quelque chose qui vous fait envie, alors oui, eBay est à considérer. Bon, après, il y a d'autres éléments de considération, mais je crois que il faut s'intéresser avant tout à voilà, les produits qu'on vend. Est-ce qu'on a la demande en face? Est-ce qu'il y a une demande sur les plateformes sur lesquelles on souhaite aller? Est-ce qu'il y a du trafic qualifié par rapport à ce qu'on souhaite vendre? Et puis aussi peut-être voir la concurrence qui est déjà installée. Est-ce qu'il y a encore un peu de place ou pas? Il faut aussi s'intéresser à il y a des plateformes où le niveau de compétition est déjà très 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 élevé parce que le bassin de concurrence est très très développé. Est-ce qu'on pense qu'on peut encore jouer quelque chose et obtenir des résultats ou pas? Faut aussi en tenir compte. Je pense que voilà. Et Jean-Marie, je me permets de t'interrompre, mais aussi il faut bien voir que eBay est notamment très fort en Allemagne, très fort aux US. Et il peut avoir par le passé, je pense, des marchands qui ont testé eBay uniquement sur la France avec peut-être des résultats qui n'étaient pas satisfaisants pour eux. Il faut savoir que le public d'eBay est différent en fonction des pays. Et on encourage vraiment à tester sur d'autres pays. Et c'est vraiment la force d'eBay de permettre ça. Et puis, tant qu'on parle des forces d'eBay, nous, il y a quelque chose qu'on apprécie aussi. C'est le fait que ça soit une marketplace qui soit ouverte à tous. Il y a plein de marketplaces aujourd'hui qui sont très sélectifs. Il faut savoir que la Redoute, ils acceptent 0,5% des demandes. Diffusé sur eBay, à partir du moment où vous avez les informations techniques demandées, vous pouvez diffuser, quoi. Et ça, c'est quand même une chance. Oui, effectivement, on l'a pas dit assez, mais vous avez aujourd'hui des marketplaces qui fonctionnent en approche assez sélective. C'est le cas de la Redoute, mais c'est le cas d'autres plateformes qui sont assez sélectives parce que le plus souvent ils sont spécialisés dans une catégorie, donc ils veulent être sûrs de pouvoir intégrer un contenu de qualité venant d'acteurs qui ont un niveau opérationnel déjà de très bon niveau parce qu'ils veulent pas prendre de risques avec leurs acheteurs. Sur eBay, nous, on donne sa chance à tous les vendeurs et on met tous les vendeurs sur à peu près le même pied d'égalité en termes d'exigence, de fonctionnement. Donc, voilà, chacun peut s'exprimer et trouver sa place. Voilà, c'est le marché, on est un reflet global du marché. Oui, effectivement, c'est à considérer. Et puis, il n'y a pas de matching aussi sur des fiches produits déjà existantes. Et ça, c'est aussi très bien. Oui, effectivement, chaque vendeur a sa propre fiche produit sur eBay, là où sur d'autres plateformes, vous allez être regroupé sur une seule fiche produit. C'est des choix qui sont propres à eBay. Chaque plateforme opère. C'est lié aussi à notre inventaire qui est un petit peu, qui doit être, à mon avis, le plus riche et le plus varié. On a une grande partie de notre inventaire aujourd'hui sur eBay qui ne bénéficie pas d'EAN ou d'éléments qui permettent de créer un référentiel article qui permettrait ensuite de regrouper des vendeurs sur une même fiche. Sur des marchés plus standards, tels que l'électroménager, la high-tech ou d'autres marchés un peu plus
plus simple de demander à un EAN au vendeur un prix, un stock, et ensuite de regrouper tous les vendeurs en intégration sur une même fiche. Voilà, c'est ce qui fait aussi qu'eBay a choisi de continuer comme ça. D'accord. Et justement, quand on va, on a une question par exemple là qui nous demande comment se différencier par rapport à ses concurrents sur une marketplace X ou Y. Quelles sont un peu les best practices? Donc en fait, la question qu'on peut se poser également, c'est comment, après avoir choisi justement les marketplaces, comment les utiliser comme levier de croissance? Alors, je vais prendre la question en premier. Je laisse Frédéric et Baptiste compléter. Okay. Il y a, selon moi, pour avoir bossé déjà depuis longtemps sur les marketplaces, il y a quand même quelques piliers fondamentaux pour réussir sur une marketplace. Le premier, c'est de bien comprendre chez qui vous travaillez et de connaître son fonctionnement. Rentrer dans une marketplace sans comprendre son fonctionnement, les conditions d'utilisation, comment elle interagit avec ses vendeurs, c'est primordial. Vous le verrez, par la suite, ça peut faire gagner beaucoup de temps. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une qualité de service qui soit très bonne. Vous allez interagir avec des acheteurs. On est en e-commerce, en vente à distance. Il faut être capable de traiter des commandes, de avant-vente, après-vente, de pas trop annuler de commandes, de gérer bien les litiges. Vous êtes noté là-dessus. Chez eBay, on appelle ça la performance vendeur. Chez d'autres, on appelle ça la satisfaction client. Bref, la relation client, c'est primordial. C'est un des piliers du succès. Le deuxième pilier, c'est, et ça va passer au travers de nos amis gestionnaires, c'est l'optimisation de votre inventaire. Votre inventaire, il arrive de manière un peu brute sur la plateforme, en étant passé chez un gestionnaire le plus souvent. Il va falloir ensuite affiner, optimiser. Tout l'ensemble des best practices sont à considérer. Les photos, les titres, les descriptions, les caractéristiques de l'objet, la catégorisation, pourquoi pas de la vidéo quand on a de la vidéo. Voilà, il y a un ensemble de choses à maîtriser si on veut optimiser la transformation de ces produits. Envoyer un catalogue sans avoir de belles photos, avec des descriptions qui sont mal ou pas bien présentées ou avec peu de contenu, c'est déjà mal démarré. Ensuite, il y a des leviers marketing à activer. Chaque plateforme a ses propres leviers, mais on va retrouver après des éléments communs qui sont proposés par chaque plateforme, qui peuvent être des leviers promotionnels, qui peuvent être des leviers pour booster la visibilité des annonces. Chez eBay, on appelle ça les annonces sponsorisées. On a des leviers promotionnels qui vous permettent de vous rendre plus attractif commercialement en proposant des remises. On a lancé des nouveaux leviers récemment qui vous permettent aussi d'interagir avec les acheteurs et de négocier les prix en envoyant des offres, en laissant la possibilité aux acheteurs de vous envoyer des offres. Donc, il faut être capable de jouer avec ces leviers. Ça suffit pas juste de poser un inventaire sur une plateforme et d'attendre. À un moment donné, surtout quand il y a une compétition forte, il faut se démarquer comme ça. C'est important. Et puis enfin, selon les verticales sur lesquelles vous allez vous intégrer, il y a aussi parfois des spécificités. Notamment, par exemple, sur eBay, vous avez une catégorie en forte croissance, c'est les pièces auto. Il faut être capable aussi, sur ces catégories-là, de faire le travail sur la compatibilité des pièces, c'est-à-dire pour chaque produit que vous allez lister, intégrer, être capable de dire avec quelle voiture il est compatible. Donc, voilà, si c'est l'international qui vous intéresse chez eBay ou sur d'autres plateformes, il faut être capable de comprendre comment fonctionne l'international, il faut être opérationnel pour traiter la relation client à l'international, la logistique. Enfin voilà, c'est beaucoup de sujets, mais les trois premiers que j'ai cités sont à mon avis des fondamentaux. Je laisse Frédéric et Baptiste compléter. J'ai forcément oublié des choses, mais voilà, c'est ceux qui me paraissent. Moi, ça me paraît très complet. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, en règle générale, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut vraiment voir les marketplaces comme un canal de vente à part entière et non une extension, on va dire, de son business. Et donc, tout comme si vous venez d'un magasin physique ou si vous venez de votre site e-commerce, vous savez faire du merchandising, vous savez faire votre sélection de produits, vous savez faire votre pricing sur des canaux que vous maîtrisez. Il faut que vous retrouviez ce contrôle-là sur les marketplaces avec lesquels vous vendez parce qu'en effet, on ne vend pas de la même façon sur eBay que sur la Redoute. On ne vend pas les mêmes produits, on ne les vend pas au même prix.
on ne les présente pas de la même façon. Et en fait, c'est toute cette logique-là qu'il faut retrouver sur les marketplaces pour pouvoir être évident et efficace. Et nous, ce qu'on fait chez Lingo, c'est justement qu'on permet d'offrir des outils qui permettent à nos clients de le faire facilement. On permet aussi à nos clients d'échanger avec des experts ou directement avec les marketplaces pour comprendre justement les spécificités et l'ADN de chaque marketplace. Donc, on le fait via des webinars ou des événements qu'on organise. Mais l'idée, c'est vraiment que chacun comprenne la spécificité de chaque marketplace pour qu'il puisse justement faire son merchandising sur cette marketplace et performer sur la marketplace de façon unique et non d'essayer d'arroser en effet ce qu'on parle de diffusion de produits, mais au final c'est pas la diffusion qui est importante, c'est la vente des produits et la mise en avant de chacun des produits. Et au final c'est vraiment travailler ce merchandising sur chaque marketplace qu'on va approcher. Et au final il faut mieux en effet avoir une approche assez qualitative sur un nombre réduit de marketplaces plutôt qu'essayer de diffuser ou d'arroser des produits sur des vingtaines de marketplaces parce que ça a un coût et les performances sont pas au rendez-vous. Je suis d'accord, c'est vraiment un canal en fait à traiter à part entière. Si on parle des particularités d'eBay et les optimisations possibles, je pense tout de suite à la notion de boutique, à la possibilité de réaliser du cross-selling, d'intégrer un template HTML, etc. Et en fait, il faut vraiment profiter à fond des possibilités offertes par chaque marketplace. Tu disais, Jean-Marie, qu'effectivement, il y a beaucoup de marketplaces qui ont lancé des formats publicitaires qui marchent très bien. Donc il faut vraiment à chaque fois profiter de ces options-là. Après, de manière générale, je pense que la vision, c'est que certains marchands pensent subir en fait les marketplaces. En réalité, il y a un contrôle quand même assez important. C'est vous qui choisissez l'offre que vous allez diffuser sur la marketplace. C'est vous qui choisissez le pricing. C'est vous qui choisissez à quel moment ça apparaît. Donc il y a vraiment un contrôle total possible sur les marketplaces. Encore une fois, après, il y a des particularités en fonction des marketplaces, notamment sur le fait que vous allez vous matcher sur des fiches produits qui n'ont pas été créées de votre côté. Mais vous pouvez vraiment définir votre stratégie marketplace. D'accord. Et comment ça va se passer, en fait, la relation entre les vendeurs et la marketplace? Très bonne question. Alors, encore une fois, chaque marketplace a son fonctionnement propre. Je pense que les marketplaces qui sont assez sélectives, l'objectif aussi, c'est de pouvoir peut-être avoir une relation plus proche et plus directe avec leurs vendeurs. Chez eBay, on a environ 15 000 vendeurs français vendeurs professionnels qui opèrent sur la plateforme, plus des vendeurs professionnels étrangers. Donc, ça fait beaucoup de vendeurs. eBay peut pas opérer de la même manière avec tous ces vendeurs. Donc, moi, je m'occupe de la relation avec les grands comptes, c'est-à-dire du support et de l'accompagnement qu'on va leur donner, du coaching sur les plus gros, on va dire. Pour tous les autres vendeurs qui opèrent et qui ont les mêmes droits sur eBay, eBay met en place un système de communication et d'interaction avec les vendeurs pour les tenir informés en permanence des nouveautés, du règlement qui évolue et des choses qui se passent sur la plateforme. Donc, c'est important pour chaque vendeur de bien rester connecté aussi avec la plateforme et de bien prendre en compte tous les messages qui lui sont envoyés, pouvoir suivre ce qui se passe. Donc, je pense que les autres plateformes fonctionnent globalement un peu de la même manière, mais c'est important effectivement de bien comprendre que une fois qu'on a intégré son inventaire sur une plateforme, on y récupère. La finalité, c'est évidemment de venir on achète du chiffre d'affaires, c'est de venir récupérer des commandes, bien sûr, mais on a aussi une interaction avec la plateforme. Donc, il faut pas le négliger, ça, parce que on peut passer à côté de choses importantes, et ça, on s'en rend compte des fois trop tard. Donc, c'est très très important. D'accord, donc ça va vraiment être créer une sorte de interagir avec sa marketplace, justement. Oui, c'est pour ça que plus on est branché sur plein de marketplaces en même temps, plus c'est difficile de suivre en fait. D'accord. Je sais qu'il y a des vendeurs qui ont trouvé un fonctionnement et qui arrivent à s'en sortir correctement, mais c'est pas si évident. Le conseil que je donnerais, c'est déjà de commencer à faire l'apprentissage avec quelques marketplaces pour comprendre un petit peu les points communs et les spécificités pour pouvoir voir ensuite si on a la bande passante et le temps d'en intégrer d'autres et d'absorber également.
Sur les C'est vrai marketplaces, on a beaucoup parlé de technique, mais c'est vrai qu'au final, l'enjeu, c'est de l'humain. Hein. Donc, il y a de l'humain au niveau commercial, et je pense que les marketplaces dont eBay essayent de favoriser les échanges avec leurs vendeurs. Et puis, il y a vraiment de l'humain après côté vendeur, qui est d'avoir quelqu'un qui va savoir piloter tous ces outils et tous ces marketplaces, d'avoir quelqu'un qui va être capable de délivrer le niveau de support attendu par ces marketplaces. Donc, c'est vraiment quelque chose à anticiper parce que on parle en effet beaucoup de technique, on parle de commission ou autre, mais vendre sur les marketplaces, c'est vendre en premier, et vendre, ça demande beaucoup d'humains. Ça, il faut vraiment pas le sous-estimer. Et puis il y a des KPI vraiment exigeants à tenir aussi, et puis si on les tient pas, la sanction est parfois un peu dure, donc effectivement, il faut aussi mettre en place les ressources pour pouvoir honorer ça, quoi. Donc on parle de taux d'annulation, on parle de défauts, etc. Peut-être que Jean-Marie, tu peux quelles sont vos exigences, vous, là-dessus? Effectivement, c'est ce que je disais, hein, c'est un des piliers, sinon le premier pilier, a priori, je pense, sur pas mal de marketplaces, c'est la qualité de service. La qualité de service, on appelle ça chez eBay la performance vendeur, chez d'autres, on appelle ça autrement, mais en gros, on utilise un peu tous les mêmes KPI qui sont effectivement le taux d'annulation de commande, le taux de livraison en retard, le pourcentage d'évaluation positive laissé par les acheteurs, la capacité pour un vendeur à gérer et à traiter les litiges qui peuvent être ouverts par des acheteurs. Donc nous, on regarde beaucoup ça parce que bien les acheteurs, on dépense beaucoup d'argent pour les rendre actifs et les fidéliser chez nous. Donc ce qu'on souhaite, nous, c'est leur proposer des vendeurs qui apportent une qualité de service, une très bonne qualité de service. Donc effectivement, on va évaluer les vendeurs en fonction de ces critères-là. Et on va être plus enclin à mettre en avant, au travers des résultats de recherche, des vendeurs qui déjà, par défaut, ont une bonne qualité de service, voire une très bonne qualité de service. Donc, on a récemment notamment mis en place un nouveau label qualité qui s'appelle le Top Fiabilité Plus, qui est un label qui récompense à la fois un niveau de performance sur les KPI que j'ai cités et également des critères d'exécution en termes d'expédition, c'est-à-dire la livraison rapide, gratuite, avec un numéro de tracking. Voilà. Et nous, on souhaite mettre en avant. Donc, oui, effectivement, si le vendeur n'arrive pas à suivre, ne répond pas bien aux messages des acheteurs, ne traite pas ses demandes, ne livre pas à temps, il y a un moment donné où la plateforme peut être amenée à donner moins de visibilité aux vendeurs et puis ça peut même aller jusqu'à des suspensions temporaires, voire carrément des retraits. Hein. Ça arrive tous les jours, évidemment. Donc, voilà, dès l'instant où vous êtes actif et vous opérez sur une marketplace, il faut considérer que vous rentrez sur le terrain, vous êtes actif. Donc, voilà, c'est à vous de tenir compte de tout ça, quoi. D'accord, donc vraiment faire attention à ces produits. Et par exemple, quand on souhaite s'inscrire sur une marketplace, est-ce que, par exemple, une marketplace comme eBay va pouvoir choisir ses vendeurs? Comment ça se passe un peu Comme on l'a dit juste avant, c'est porte ouverte sur eBay. On ne refuse aucun vendeur. Donc, il y a effectivement un certain nombre de critères à cocher pour pouvoir valider son inscription en tant que vendeur professionnel. Mais l'inscription, elle se fait online. Sur d'autres marketplaces, vous allez devoir signer un contrat de partenariat, renvoyer un certain nombre de documents, notamment sur les marketplaces les plus sélectifs. Sur eBay, l'enregistrement et la création d'une boutique ou d'un compte se fait online via la plateforme, comme si on crée un compte acheteur chez un vendeur. Charge à vous ensuite de renseigner les bonnes infos pour pouvoir valider votre enregistrement. Et ensuite, l'enregistrement de ce compte vaut acceptation de nos conditions générales de vente et nos conditions d'utilisation de la plateforme. Donc, c'est assez simple et rapide. Voilà. Et donc, pour faciliter l'onboarding et l'intégration de nos vendeurs, on a 2 niveaux de support, je dirais, de premier niveau, qui sont à la fois notre espace vendeur eBay, qui est totalement public, qui est assez bien crawlé sur Google, qui va vous apporter beaucoup de réponses à beaucoup de questions sur pas mal de sujets. Comment démarrer avec eBay?
quels sont nos tarifs, comment fonctionne-t-on, les ventes à l'international, beaucoup de sujets sur l'aspect opérationnel de votre fonctionnement avec les acheteurs. Et puis, vous avez également un centre d'appel qui vous permet, qui répond à toutes vos questions, quasiment 24 heures sur 24, par mail ou par téléphone. Alors, par téléphone aux horaires d'ouverture et qui peut vous accompagner dans votre lancement. Voilà. Après, pour les grands comptes bénéficient d'un accompagnement, on va dire premium, par des account managers ou des téléconseillers premium qui sont à même de les aider dans la relation avec les acheteurs et aussi qui sont capables de leur apporter du conseil pour optimiser leur boutique et leur vente sur eBay. En retravaillant sur les fameux piliers dont j'ai parlé, qui sont la base pour réussir et qui sont la base pour réussir sur la plupart des plateformes en définitive. C'est vrai que surtout sur de l'onboarding de marchands, la partie support est très très importante. Nous on le voit, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup investi chez Lingo, notamment pour les grands comptes, mais j'imagine que sur les plus petits comptes, peut-être Baptiste pourra partager là-dessus, mais en tout cas sur les grands comptes, il y a vraiment un enjeu qui est hyper important d'accompagnement. Donc nous on a une trentaine de personnes qui sont dédiées au support et donc qui sont des natifs qui vont accompagner les marchands, notamment sur l'activation. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui de support des marchands pour réussir, parce qu'une fois, là, en effet, la relation contractuelle passée avec la marketplace, en effet, puis différents niveaux de support, il y a un vrai besoin d'accompagnement technique pour se lancer et commencer à vendre sur la marketplace. Bah nous, en termes d'accompagnement, on offre plusieurs possibilités, mais effectivement sur le parc client qu'on appelle Enterprise, donc il y a un accompagnement poussé où on aide vraiment les marchands à intégrer de la meilleure des manières les marketplaces. Et après, l'interface est vraiment orientée sur justement cette atteinte de la bonne qualité de diffusion, les taux d'intégration, etc. Et puis aussi la sécurisation de votre configuration. Je vois pas mal de questions sur comment diffuser sur plusieurs marketplaces en même temps. C'est tout le rôle vraiment du gestionnaire de flux de pouvoir gérer ça avec une interface unique qui va pouvoir s'adapter à chaque marketplace. Voilà. Il y a juste un point dont on n'a pas parlé, mais je crois aussi qu'un des avantages d'eBay, c'est le taux de commission, parce qu'il est quand même bien en deçà de la norme aujourd'hui. J'en ai parlé tout à l'heure en fait, hein, dans les choix à considérer pour aller sur tel ou tel marketplace. On a évoqué le modèle tarifaire, disons-le clairement, les tarifs. Donc les marketplaces, elles se rémunèrent à la performance, c'est-à-dire sur un pourcentage sur les ventes, une commission, plus le plus souvent un loyer, donc un loyer fixe tous les mois. Donc sur le loyer, on est à peu près tous alignés, les concurrents là-dessus. Reste ensuite la commission qui s'applique pas toujours de la même manière sur les frais de port ou pas, de TTC sur le TTC, hors taxe sur le TTC. Chez eBay, la grille de commission, elle est totalement publique, elle est visible sur l'espace vendeur, hein, encore une fois, et on oscille entre 3% jusqu'à, ça doit être 7 ou 8% le taux le plus haut. Pour donner un ordre d'idée, on doit être à 7% sur la maison et on doit être à 8% sur la mode, le prêt-à-porter. Très avantageux, ouais. Là où d'autres, je sais que d'autres sont plutôt autour de 15%. Donc voilà, donc c'est aussi quelque chose à considérer quand on commence à regarder la rentabilité, parce que voilà, il y a des marchés où il y a des catégories sur lesquelles la commission va être un élément important à considérer. Oui, effectivement. Sachant que, juste pour finir, concernant eBay et la vente à l'international, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que pour les vendeurs qui ont choisi de vendre, par exemple, sur eBay en Allemagne, en Angleterre ou en Italie, et qui vont qui vont demander à leur gestionnaire d'intégrer leur inventaire directement sur ces plateformes, le taux de commission qui va s'appliquer, c'est le taux de commission de la plateforme de destination. C'est-à-dire, vous aurez un compte français, puisque vous avez ouvert un compte français, vous êtes enregistré comme vendeur français, mais vous opérez sur une plateforme eBay étrangère, puisque vous demandez à votre gestionnaire d'y intégrer directement votre flux là-bas. Donc, vous créez des objets, des ID de produits italiens, anglais, espagnols. C'est la commission de cette plateforme qui va s'appliquer. Chaque plateforme chez eBay a sa propre grille tarifaire.
Mais encore une fois, on reste assez attractif puisque si je prends l'exemple de l'Allemagne, le taux, pareil, il varie entre 9 et ça doit être 10% grand maximum. Idem sur le UK. L'Italie, ça doit être un peu moins cher. L'Espagne est beaucoup moins cher. Voilà. D'accord. Donc justement, là, on parle de tarifs et d'international, mais est-ce qu'il y a d'autres services qu'une marketplace va pouvoir offrir? Je pense notamment à la gestion de la logistique, des retours. Alors, effectivement, c'est une bonne question. Il y a des marketplaces qui proposent le fulfillment, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de proposer la logistique et le stockage d'une partie de l'inventaire des vendeurs et également qui vont prendre en charge les retours. Chez eBay, on le fait pas. Aujourd'hui, c'est au vendeur de gérer, de trouver sa propre logistique. Enfin, on n'a pas de solution et on n'a pas de service additionnel là-dessus. Je sais que pas mal de marketplaces aujourd'hui sur le marché, les plus grosses notamment, proposent ce type de service qui peut être vraiment intéressant pour les vendeurs. Après, c'est charge aux vendeurs d'évaluer l'opportunité pour lui ou pas. Puis après, il y a un choix à faire, en fait. Le vendeur ne peut pas mettre tous ses produits dans tous les programmes de fulfillment qui existent aujourd'hui. Donc, effectivement. Il faut faire attention aussi. Ouais, je pense que ça a du sens pour le fulfillment peut avoir du sens pour tout ou partie du catalogue ou sur certains pays, ça peut être intéressant, notamment si vous êtes un vendeur français que vous voulez assurer des envois rapides et des retours qu'il faut prendre en compte aussi dans tout ce qui est calcul de services et de rentabilité. Le fulfillment peut avoir un intérêt. Après, il faut arriver justement à l'intégrer dans son système d'information pour justement synchroniser les stocks qu'on va avoir en local et qu'on va déporter en fulfillment. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Mais en effet, le fulfillment, c'est un outil parmi tant d'autres pour proposer un service supplémentaire à ses consommateurs finaux. Et la bonne pratique, c'est vraiment de mettre ces 20-80 en fulfillment parce que sinon, il faut savoir que les services de fulfillment, vous payez aussi à la durée de stockage. Donc, effectivement, des nanars qui sont depuis 2 ans en fulfillment, ça risque de vous coûter cher. Donc, il faut bien faire une sélection de produits et ne pas envoyer tout votre catalogue produit, ça n'a pas de sens. Moi, en parlant de logistique, je pensais également à la plateforme d'expédition eBay qui vous permet en fait d'envoyer avec Packlinks notamment et avec des. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, Jean-Marie, à ce sujet? Alors oui, un tout petit peu. Je vais pas m'étendre trop parce que cette plateforme, elle est plus dédiée on va dire aux vendeurs particuliers, c'est-à-dire le C2C chez eBay. Faut savoir que eBay est une plateforme très très généraliste. Je pense qu'on a on a tous les scopes. On fait à la fois du B2C, on fait aussi beaucoup de C2C. Donc on a beaucoup de vendeurs particuliers qui opèrent sur la plateforme, qui vendent et donc qui vont utiliser cette plateforme Packlink pour faire remonter les commandes eBay et pouvoir ensuite procéder à l'affranchissement et via les différents solutions qui existent. Ça peut être du Mondial Relais, ça peut être du Colissimo et des choses comme ça. Donc c'est une solution qui fonctionne très très bien, qui permet d'affranchir, d'étiqueter et voilà, qui fonctionne. Voilà, on est assez content du résultat. Moi, je m'en occupe pas trop parce que je suis plus sur la partie B2C, où là, par exemple, on va plus avoir des partenariats avec des gens comme Convelio ou d'autres qui vont nous permettre d'apporter des solutions logistiques, notamment pour des vendeurs qui visent l'international sur des produits lourds, chers, fragiles. Ou alors, par exemple, là, on a lancé Mondial Relais Point Retrait il n'y a pas très longtemps. Donc, on a vu, par exemple, une adoption assez massive sur ce sujet. On va en lancer d'autres bientôt. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, juste pour résumer, imaginons que je sois un e-commerçant et que je sois convaincu et que je souhaite me lancer sur une marketplace. Est-ce que vous pourriez juste nous résumer un peu comment je dois m'y prendre? Alors, je vais juste commencer, puis après je laisse Frédéric et Baptiste. Je crois que la première chose à considérer, c'est ce qu'on a dit en premier, c'est est-ce que mes produits sur quel marketplace je vais pouvoir trouver une demande et trouver la demande sur mes produits. Ça, c'est le premier point. Est-ce que ensuite le fonctionnement et le modèle tarifaire me permet
de m'y retrouver? Est-ce que je serai rentable en travaillant? Est-ce que je vais pouvoir répondre aux exigences et au fonctionnement de cette marketplace? Et enfin, c'est quelle solution d'intégration je vais utiliser pour envoyer mon inventaire sur cette plateforme, sachant que je souhaite aussi aller potentiellement sur d'autres. Et là, ça va être le moment de considérer le travail fait par les gestionnaires de flux qui vous permettent aujourd'hui de vous connecter sur pas mal de plateformes en même temps. Sachant que, et avant de laisser la parole à Frédéric et Baptiste, il faut jamais oublier, c'est que vous exportez votre inventaire vers un gestionnaire de flux en direct ou via un intermédiaire, ça arrive aussi parfois, qui va qualifier votre flux pour le gestionnaire et le gestionnaire ensuite l'envoie sur la plateforme. Faut pas oublier aussi que d'aller systématiquement vous connecter sur votre espace vendeur, eBay ou sur les autres plateformes pour voir ce qui se passe également. Parce que la relation que vous avez avec la plateforme, vous l'aurez à travers aussi de cet espace, de la messagerie et des interactions que vous aurez. Donc, c'est important de considérer votre inventaire et l'intégration de votre inventaire via le gestionnaire, mais c'est aussi très important d'aller vous connecter sur la plateforme pour bien voir ce qui se passe et comprendre quelles sont les interactions que vous allez avoir avec la plateforme et avec les acheteurs. Voilà, et je laisse la parole à Frédéric et Baptiste. Juste pour compléter, je pense qu'il faut, avant de se lancer, il faut juste poser la question de quel est l'objectif en fait. Quel est l'objectif? Est-ce que je veux faire du volume? Est-ce que je veux faire de la marge? Est-ce que je veux tester de nouveaux marchés? Est-ce que je veux tester de nouveaux produits? Parce que les marketplaces sont un bon moyen aussi de tester de nouveaux produits sur de nouveaux marchés. Est-ce que je veux réduire ma dépendance à certaines sources de trafic? Parce que quand on est un e-commerçant et qu'on a son site en propre, on peut dépendre de certaines sources de trafic. Donc en fait, c'est tous ces choix qu'il faut faire, je pense, en premier lieu avant de se lancer sur le marketplace, parce que la stratégie qui va en découler et les marketplaces sur lesquels je vais me positionner, il faut vraiment dépendre de ces objectifs-là. Effectivement, si vous êtes vraiment en pleine réflexion sur je vais ou je vais pas sur le marketplace et vous souhaitez tester, il faut y aller petit à petit et sélectionner uniquement quelques marketplaces, pas plus de 2-3, parce que ça génère aussi pas mal de nouvelles problématiques en interne, notamment sur ce qu'on disait, le suivi de la relation client, sur l'expédition, sur après tout ce qui concerne aussi la diffusion dont on a parlé. Donc ne vous précipitez pas, ne vous dites pas je vais tester les marketplaces et je vais toutes les lancer en même temps. Ça, c'est vraiment l'erreur basique qu'on voit encore souvent. D'accord. Et ben merci beaucoup en tout cas pour toute cette table ronde. On va passer à la rubrique questions-réponses. Alors juste, je rappelle aux participants, n'hésitez pas à voter pour la question que vous souhaitez. Je pense, et là je vois qu'on a beaucoup de questions, donc je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à voter pour la question que vous trouvez la plus intéressante. Alors, la première question, c'est une question de Mélodie qui nous demande, étant e-commerçant, comment puis-je savoir quelle marketplace est la plus avantageuse pour moi? Je pense qu'on a répondu en partie. Ouais, on a répondu, ouais, je pense là. Alors, petite question s'il vous plaît. Auriez-vous une source pour savoir combien il y a de marchands qui utilisent les services des marketplaces et idéalement des chiffres par marketplace et ou par gestionnaire de flux? Alors moi, j'ai donné un chiffre tout à l'heure. J'ai parlé du nombre de vendeurs professionnels français inscrits sur eBay. C'était 15 000. Ce à quoi il faut ajouter les vendeurs professionnels étrangers qui opèrent aussi sur eBay. Donc, ça fait beaucoup de vendeurs. Voilà, c'est déjà un élément de réponse. Pour ce qui est des gestionnaires de flux, j'imagine que c'est aussi plusieurs milliers de vendeurs qui transitent par Lengo, par Shopping Flux. Je connais pas le chiffre, mais je sais pas si on peut les donner, mais voilà, j'imagine que c'est beaucoup d'acheteurs. On estime, vous m'arrêtez si je me trompe, mais presque à bientôt 100 000 le nombre de e-commerçants aujourd'hui en France. Donc, on peut imaginer que si on ajoute les vendeurs étrangers également, ça fait beaucoup. Donc, potentiellement, ça fait beaucoup de monde quand même. Il y a beaucoup de vendeurs. Après, au-delà du nombre, alors nous on parle de plus de 5000 vendeurs, mais c'est plus savoir quelle est la typologie de vendeur qui va exercer sur tel marketplace, parce qu'au final, c'est pas forcément très intéressant de savoir qu'il y a 3000 ou 50 000 vendeurs sur tel marketplace, mais plus savoir quelles sont la typologie de vendeurs, quel type de produits ils vendent, quelle typologie de prix ils apparaissent. C'est justement ce qui va conditionner le fait que ce soit pertinent de se positionner ou pas sur le marketplace.
Mais en effet, il y a plein de vendeurs. Baptiste, Oui. Puis nous, on a vraiment, pour revenir sur le choix des marketplaces, on a vraiment aussi, nous gestionnaires de flux, un rôle à jouer aussi dans la recommandation des channels à déployer. En étant gestionnaire de flux, on a accès à énormément de data, donc forcément, on peut aussi orienter dans l'accompagnement, mais aussi avec l'outil, ce qu'on propose chez ShoppingFeed, dans le choix de nouvelles marketplaces. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Alors, la prochaine, c'est comment être certain que la marketplace ne va pas faire concurrence à mes produits? Alors, bonne question. S'agissant des marketplaces qui sont hybrides, c'est-à-dire qui sont à la fois des vendeurs et des marketplaces, aucune certitude. Vous n'aurez jamais aucune certitude. Pourquoi? Parce que c'est bien normal. Les marketplaces qui font les deux, elles peuvent à un moment donné utiliser la marketplace comme un laboratoire pour tester de nouvelles catégories, de nouveaux produits. Puis libre à elle, si à un moment donné, elle sent que elle a une opportunité de se lancer ou pas sur. Donc ça, c'est le risque que vous prenez. À vous de l'évaluer et de le mesurer. Celles chez qui, par exemple comme sur eBay, je pense notamment aussi à Price Minister, ce sont des plateformes qui n'ont pas vocation à vendre. Ils ne vendront jamais, a priori. Enfin, eBay, c'est sûr. Nous ne sommes pas revendeurs. On n'a pas vocation à acheter, stocker. Ce n'est pas notre modèle. Donc là, par contre, vous avez la certitude que la marketplace ne sera jamais un concurrent pour vous. Chez les autres, malheureusement, j'ai bien peur que la réponse soit non, aucune certitude. D'accord. Baptiste, Frédéric, est-ce que vous avez… Après, il faut aussi, parce que ça répond à cette question, est-ce que il va y avoir du cannibalisme? Faut pas hésiter aussi à travailler la différenciation sur votre site e-commerce. On peut créer un programme fidélité, on peut créer des offres exclusives, etc. Donc, il y a sans doute une part de cannibalisme qui est difficile à évaluer. Mais c'est à vous aussi de créer la différence et faire en sorte que vous proposez quelque chose en plus sur votre site e-commerce. Après, ne pas être sur la marketplace, c'est sûr que vous allez rater quelque chose. Donc, il faut. La question est différente, en effet, si on se positionne comme. Pardon, excuse-moi, Baptiste. Ah non, vas-y. La question est différente si on se positionne comme un distributeur ou comme une marque. On accompagne de plus en plus de marques sur des marketplaces. Et c'est vrai que le risque, entre guillemets, de cannibalisation ou de concurrence de la marketplace est un peu plus réduit quand on a déjà construit sa marque, on a des produits qui sont vraiment spécifiques. Vous pourrez avoir des alternatives qui sont vendues en direct par la marketplace, mais quand vous appelez Nike ou Apple, le risque est quand même beaucoup moins important d'être entre guillemets cannibalisé par la marketplace que quand on est un distributeur. Donc c'est assez… La réponse est simple et complexe à la fois. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, on a Yoann qui nous demande quelles sont les dernières marketplaces qui commencent à prendre de l'ampleur. Vaste question. Il naît de nouvelles marketplaces tous les jours. Il en disparaît aussi. Je vois Jet derrière Baptiste qui est quasiment absorbé par Walmart. Donc, pour le coup, ça dépend du marché sur lequel on se positionne. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un système qui est assez mouvant. Donc, on a des marketplaces qui historiquement étaient très fortes, qui peuvent baisser, mais qui peuvent repartir sur d'autres univers beaucoup plus importants. On voit par exemple eBay est très très fort actuellement sur tout ce qui est univers de l'automobile et des pièces auto. Après, sur les dernières marketplaces qu'on a vues qui ont pris de l'ampleur au moins au niveau européen, on a des acteurs, bien entendu, des acteurs asiatiques comme AliExpress qui ont beaucoup évolué au cours des dernières années, mais des acteurs comme Wish et Joom également qui ont pris beaucoup d'ampleur en termes de volumétrie de commandes. Mais encore une fois, ça correspond à une certaine typologie de vendeurs. Donc, c'est pas forcément adapté à tous les vendeurs. Et puis, si on regarde en France, ces dernières années, on a eu l'explosion d'acteurs comme Mano qui ont vraiment permis à des acteurs vraiment dans le bâtiment de faire un bon volume de vente. Donc, c'est vrai que on a des nouvelles marketplaces qui se créent et qui décollent tous les jours. Mais les nouvelles marketplaces sont essentiellement très spécialistes. Donc, c'est difficile de dire la marketplace sur laquelle il faut être en ce moment, c'est celle-ci. Ça dépend vraiment en fonction de vos produits. D'accord. Et on va prendre du coup la dernière question de ce webinaire.
N'hésitez pas à mettre une adresse de contact dans le chat parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc, si les gens ont des questions, qu'ils puissent vous contacter. Alors, on a Julia qui nous demande « Mes ventes ne décollent pas sur une marketplace. Comment puis-je pallier à cela? Puis-je être accompagnée et par qui ?» Il faut contacter ShoppingFeed. Non, mais après, on en a parlé tout à l'heure. Il y a énormément d'agences spécialisées qui sont partenaires de ShoppingFeed, mais aussi de Lengo, qui sont compétentes à la fois sur l'expertise marketplace et sur l'expertise de nos solutions. Donc, si vous souhaitez déléguer cette diffusion marketplace à des spécialistes, il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui qui existent. Je pense notamment à Feed Manager, à VNC, qui sont vraiment spécialistes sur ça. Je pense qu'en effet, c'est vendre sur la marketplace, c'est un métier en tant que tel, donc ne pas hésiter à s'entourer de spécialistes, à se documenter aussi, donc en interagissant avec d'autres vendeurs et les marketplaces en direct. Il y a beaucoup de ressources qui existent sur Internet, justement pour mieux comprendre la vente sur la marketplace. Chez Lengo, on en produit beaucoup, mais clairement, quand on voit ce qui est chez e-commerce nation aussi, il y a beaucoup de ressources pour faire ça intelligemment. Et puis, c'est une courbe d'apprentissage qui peut être plus ou moins longue, mais pas perdre espoir parce qu'il y a des très beaux succès sur les marketplaces. D'accord. Jean-Marie, est-ce que tu as pu entendre la question du coup? Non, désolé, je t'ai déconnecté. Je veux bien que… je pouvais te la répéter. Alors, la question de Julia, c'était « Mes ventes ne décollent pas sur une marketplace. Comment puis-je pallier à cela? Puis-je être accompagnée par qui ?» Ah, très bonne question. Ouais, effectivement, mes ventes ne décollent pas. Déjà, il faut commencer déjà par regarder, faire la checklist en gros des éléments qu'on a cités juste avant. Déjà, voir si tous les critères sont au vert sur la qualité de service, l'optimisation de l'inventaire. Est-ce que je suis bien intégré? Est-ce que je suis compétitif en termes de prix? Est-ce que ma politique commerciale est bonne? Et puis, si effectivement il y a une demande sur le type de produit que je suis en train d'adresser. Si à partir de ce moment-là, tous les critères sont cochés et que on s'aperçoit que ça décolle pas, c'est que peut-être, oui, effectivement, on n'a rien à faire sur cette marketplace et il faut considérer peut-être d'aller voir ailleurs, voilà, parce qu'il y a déjà un bassin de concurrence énorme et qu'on n'est pas capable de rivaliser, ou alors parce qu'il n'y a pas de demande, clairement, sur ce type de produit. Donc, à un moment donné, il ne faut pas non plus trop perdre de temps à vouloir obtenir des choses quand on s'aperçoit que même en faisant avec la meilleure façon du monde, on les obtient pas, quoi. Enfin, voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord. Merci à vous trois pour ces éléments de réponse. Je vais vous inviter à mettre en fait votre adresse dans la rubrique chat si les gens ont des questions ou une adresse de contact, parce qu'on va pas avoir le temps en fait de répondre à toutes les Il y a beaucoup de questions. Oui. Donc n'hésitez pas à indiquer vos coordonnées et je vais vous remercier pour votre participation. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin à nous dire? On souhaite de bonnes fêtes à tous les vendeurs. On sait que un bon Black Friday au-delà de l'aspect famille, c'est une vraie période charnière pour eux. Donc, bonne fête et bon courage pour cette grande période de vente. Oui, également, ouais, c'est la grande ascension là, de Noël et les soldes ensuite. Donc, pour le e-commerce, c'est la grande période. Donc, c'est la période presque la plus intéressante. Donc, bonne fin d'année, bon Q4 comme on dit, et bon Black Friday. Et merci à tous. Merci beaucoup. Excellente journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Conseil, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de la cloche pour activer les notifications. Vous recevrez une alerte dès que de nouvelles vidéos seront disponibles.